Il signa les papiers avec un sourire narquois, la plume en or de son stylo-plume grattant bruyamment le document qui mettait fin à notre mariage de 7 ans. Dehors, un blizzard frappait violemment les parois de verre de la salle de conférence du 60e étage, transformant la silhouette de New York en un flou de neige statique. À l'intérieur, le silence était absolu. Dominique Sterling ne me regarda pas. Il vérifia sa montre, un lourd chronomètre en platine qui coûtait plus cher que ma première voiture, et prit immédiatement son téléphone. Je savais exactement à qui il écrivait. Il envoyait un message à Bianca à propos de leur week-end à Aspen. « Voilà », dit Dominique en faisant glisser les papiers sur la table en acajou sans croiser mon regard. « C'est fait. Tu as 30 jours pour quitter le Penthouse, Serena. Je le mets en vente le mois prochain. Le marché est trop porteur pour le laisser vide. » Il se leva, ajustant sa cravate en soie, me regardant comme si j'étais un meuble déprécié qu'il envoyait enfin au garde-meuble. « Essaie de trouver quelque chose de plus petit, » ajouta-t-il, sa voix suintant une fausse pitié. « Peut-être un studio près du musée. Ça correspond mieux à ta petite vie poussiéreuse. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Êtes-vous dans une ville enneigée comme celle-ci ou quelque part au chaud? J'adorerais savoir qui est à l'écoute aujourd'hui. Dominique attrapa son manteau en cachemire, déjà mentalement à mi-chemin de l'aérodrome privé. Il pensait être le protagoniste de cette histoire, le vice-président du développement surpuissant se débarrassant d'une épouse ennuyeuse et sans ambition. Il pensait se libérer d'un poids mort. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait sur une trappe que j'avais construite avant même notre rencontre. « Asseyez-vous, monsieur Sterling, » dit la juge Kitts. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un marteau frappant le chêne. C'était une femme qui avait vu des empires s'élever et s'effondrer, et elle n'avait aucune patience pour les hommes qui se prenaient pour des dieux. Dominique s'arrêta, un froncement de sourcils plissant son front. « J'ai un vol à prendre, madame la juge. Le divorce est signé. Nous en avons terminé ici. » Le divorce est signé, corrigea la juge Kitts, en faisant glisser une épaisse enveloppe couleur crème sur la table. Mais la division des biens exige la divulgation complète de tous les changements financiers importants. Et depuis 72 heures, le statut financier de votre épouse a changé. Dominique laissa échapper un rire court et méprisant. Ta mère t'a laissé sa collection de dés à coudre anciens, Serena? Ou peut-être cette vieille maison en grès brun à Brooklyn? Garde-la. Je ne veux rien de ton côté de la famille. Je veux juste en finir. Je ne parlais pas. Je me contentais de l'observer. J'observais la façon dont il me rejetait, la façon dont il rejetait ma famille, la façon dont il rejetait l'histoire même qui lui avait permis d'exister. La juge Kitts brisa le seau de cire rouge de l'enveloppe. Le son fut sec, comme un os qui se brise dans la pièce silencieuse. Ceci est l'exécution du fidéicommis testamentaire pour la succession de feu Victoria Vance, Luel, ses yeux parcourant la page. En tant que seule héritière survivante, le contrôle total du trust de la famille Vance a été transféré à Serena Vance. Dominique leva les yeux au ciel, consultant à nouveau son téléphone. Félicitations, Serena. Profite du fonds fiduciaire. Puis-je y aller maintenant? Le trust, poursuivit la juge Kitts, sa voix baissant d'un octave, détient une participation de contrôle dans un portefeuille diversifié d'actifs mondiaux évalué à environ 180 milliards de dollars. Le pouce de Dominique se figea sur son écran. La pièce sembla basculer. 180 milliards, murmura-t-il, le nombre paraissant étranger dans sa bouche. C'est impossible. C'est du ressort des fonds souverains. Le portefeuille inclut le Vantage Group, Highland Logistics, continua la juge sans relâche, et la participation majoritaire de contrôle d'Obsidian Capital Partners. Dominique devint blême. La couleur quitta son visage si vite que cela ressembla à un tour de magie. Obsidian Capital Partners n'était pas juste une entreprise. C'était le conglomérat qui possédait la société de promotion immobilière pour laquelle Dominique travaillait. C'était l'entité qui signait ses chèques de paie. C'était le propriétaire de l'immeuble dans lequel nous nous trouvions en ce moment même. C'est une erreur, balbutia Dominique, son arrogance se fissurant. Obsidian est détenu par un trust aveugle.
Le conseil est dirigé par un mandataire, une femme nommée V. Moore. Vance, dis-je. C'était la première fois que je parlais depuis son entrée dans la pièce. Ma voix était calme, dépourvue de la colère qui l'attendait. Serena Vance. V. Moore n'était que le nom sur l'identifiant de connexion. Dominique me dévisagea. Ses yeux étaient grands ouverts, cherchant sur mon visage l'épouse discrète et soumise qu'il pensait connaître. Mais elle n'était pas là. Tu détestais V. Moore, continuai-je en me penchant légèrement en avant. J'ai lu tes mémos internes, Dominique. Tu l'as qualifiée de dinosaure. Tu l'as qualifiée de relique aveugle qui bloquait tes progrès parce qu'elle refusait d'approuver tes raccourcis de zonage à haut risque. Tu as passé 2 ans à insulter ta patronne en face, sans jamais avoir vu son visage. Toi, râla-t-il en s'agrippant au bord de la table. Tu étais au conseil d'administration. J'étais le conseil d'administration, le corrigeai-je. Tu pensais que mon silence était de la soumission, Dominique, mais dans un panoptique, l'observateur doit rester silencieux pour voir la vraie nature du prisonnier. Je ne faisais pas que rester en arrière-plan à ces dîners. Je vous auditais, et vous avez échoué à chaque test. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, comme l'air dans une chambre forte juste avant que la porte ne se referme. Dominique resta assis là, la bouche légèrement ouverte, me regardant comme si j'étais une étrangère qu'il avait croisée 1000 fois dans la rue, mais jamais vraiment vue. Il essayait de concilier la femme discrète qui organisait ses chaussettes avec la présidente du conseil qui avait opposé son veto à ses propositions d'acquisition les plus risquées au cours des 24 derniers mois. Je regardais la prise de conscience le frapper par vagues. Ce n'était pas du regret, c'était du calcul. Il rembobinait les 7 dernières années dans sa tête, cherchant les indices qu'il avait manqués, mais il ne les trouverait pas parce qu'il n'avait jamais regardé vers le bas. Les gens supposent souvent que ceux qui servent le font par nécessité. Ils confondent le silence avec un manque d'initiative. Dominique croyait que, parce que je passais mes journées à préserver l'histoire dans des archives poussiéreuses, je vivais dans le passé. Il qualifiait mon travail de « pittoresque ». Il qualifiait ma passion pour l'intégrité structurelle des « ennuyeuses ». Pour lui, l'architecture se résumait à la façade, au verre, à la hauteur, à la brillance. Il avait bâti sa carrière sur ce que les analystes financiers appellent la « falaise de verre ». Il prospérait dans la volatilité, prenant des paris à haut risque et à haute récompense qui semblaient brillants quand ils fonctionnaient et catastrophiques quand ils échouaient. Et chaque fois qu'il chancelait au bord de cette falaise, chaque fois qu'un accord menaçait de s'effondrer sous le poids de son propre ego, il supposait que c'était la chance qui le sauvait. Ce n'était pas la chance. C'était moi. Pendant des années, j'avais été la main invisible étudiant l'échelle qu'il gravissait. Quand il a proposé l'expansion de Hudson Yard, j'étais le vote anonyme qui a forcé un audit environnemental obligatoire, sauvant l'entreprise d'un procès d'1 milliard de dollars 6 mois plus tard. Quand il a voulu vider le fonds de pension pour gonfler les dividendes trimestriels, c'est moi qui ai discrètement bloqué la motion aux heures sombres du matin pendant qu'il dormait à côté de moi. J'ai inversé la dynamique. Il pensait qu'il était le bâtisseur et que j'étais l'accessoire. En réalité, il était le passif et j'étais le fondement. Je n'ai pas caché mon identité pour le piéger. Je l'ai caché parce que ma mère m'a appris que l'argent change la façon dont les gens vous regardent. Il transforme l'amour en une transaction et la loyauté en une stratégie. Je voulais savoir s'il aimait Serena l'historienne ou s'il n'aimerait que Serena l'héritière. Il a répondu à cette question le jour où il a manqué l'enterrement de ma mère pour assister à une cérémonie d'inauguration d'un centre commercial dans le New Jersey. Il m'a dit que c'était juste les affaires. Assise dans cette froide salle de conseil, je regardais l'homme qui avait traité ma vie comme un obstacle à son ambition. Il pensait être l'architecte de notre avenir. Il n'avait aucune idée qu'il venait de remettre les plans à l'équipe de démolition. Dominique ne s'excusa pas. Les hommes comme lui ne ressentent pas la honte. Ils ne ressentent qu'une perte de levier. Il se leva, boutonna son manteau en cachemire avec des mains tremblantes et sortit de la salle de médiation sans un mot de plus. La porte se referma dans un déclic, et le blizzard dehors sembla l'engloutir tout entier. Mais la guerre n'était pas finie. Elle se déplaçait simplement sur un autre champ de bataille.
10 minutes plus tard, alors que j'étais assise à l'arrière de ma berline, regardant la ville gelée, mon téléphone vibra. C'était une notification de MarketWatch, un blog de ragots financiers venimeux que Dominique lisait religieusement. Le titre s'afficha sur mon écran avec la grâce subtile d'une masse. Une héritière instable menace la stabilité du marché. La nouvelle propriétaire d'Obsidian Capital est-elle en pleine dépression nerveuse? J'ouvris l'article. Il était anonyme, citant des initiés inquiets pour l'avenir de l'entreprise. Il dressait le portrait d'une transition de direction chaotique et émotionnelle. Il affirmait que la nouvelle présidente du conseil était une épouse bafouée agissant sous le coup de l'hystérie et utilisant l'entreprise pour régler un compte personnel. Il ne nommait pas Dominique explicitement, mais il décrivait parfaitement sa situation, le présentant comme un martyr du népotisme d'entreprise, un cadre brillant purgé par une ex-femme vengeresse. Puis vint le SMS. Il apparut en haut de mon écran. L'expéditeur était simplement indiqué comme « Dominique. Tu possèdes peut-être l'immeuble, Serena, mais je contrôle le récit. Le conseil déteste l'instabilité. Si l'action chute de 10 points d'ici demain matin, ils forceront un vote de défiance avant même que tu n'obtiennes ta carte d'accès. Trouvons un accord maintenant. Donne-moi l'indemnité de départ ou je réduirai l'héritage de ta mère en cendres. » Je fixai l'écran. Je ne ressentis pas la douleur de la trahison. Je ne ressentis pas l'envie de pleurer, de crier ou de l'appeler pour supplier une trêve. Tout ce que je ressentis fut une clarté froide et clinique. Il me donnait raison. L'entreprise ne l'intéressait pas. Il la prenait en otage. Il pensait que c'était une partie d'échec. Il pensait pouvoir me faire plier en bluffant, en menaçant la seule chose qu'il savait que je chérissais, la réputation de ma famille. Mais il avait commis une erreur critique. On ne menace pas une historienne avec le passé. Nous savons comment creuser. Je n'ai pas répondu à son texto. Je n'ai pas rédigé de communiqué de presse pour démentir les rumeurs. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au serveur sécurisé d'Obsidian. J'ai tapé un seul email au chef du département informatique. Objet, autorisation pour un audit informatique de niveau 5. Corps du message, isoler tous les serveurs. Faire une copie miroir des disques durs du vice-président du développement. Accorder l'accès à l'équipe d'expertise externe immédiatement. J'appuyais sur « Envoyer ». Il voulait une guerre des mots. J'allais lui donner une guerre des données. Entrer au siège d'Obsidian Capital Partners était généralement une affaire tranquille. Je m'enregistrais à la réception en tant que visiteuse, j'attendais que Dominique termine ses appels et je m'asseyais sur le canapé en cuir moelleux, inaperçu du personnel. Aujourd'hui, l'atmosphère était différente. C'était la différence entre une bibliothèque et un abri anti-bombe. Alors que je traversais le hall en marbre, les conversations s'éteignirent. Les téléphones furent baissés. L'agent de sécurité, un homme devant lequel Dominique était passé pendant 5 ans sans le reconnaître, redressa sa cravate et me fit un signe de tête. Il maintint la porte de l'ascenseur ouverte. Il savait. Tout le monde savait. L'épouse ennuyeuse était maintenant la personne qui signait l'échec. Je ne suis pas allée au bureau de Dominique. Je suis allée à la suite exécutive et j'ai convoqué Bianca. Elle arriva 5 minutes plus tard, l'air de se diriger vers la potence. Bianca avait 26 ans, était brillante pour gérer les crises et actuellement terrifiée à l'idée que sa carrière puisse se terminer avant le déjeuner. Elle serrait son sac à main comme un bouclier. Elle s'attendait à ce que l'épouse bafouée crie à propos de la liaison, lui jette de l'eau au visage, exige des détails sur Aspen. Je ne lui ai pas offert de siège. Je suis restée près de la fenêtre, regardant le blizzard qui ensevelissait la ville. « Votre vie personnelle ne m'intéresse pas, Bianca, dis-je en lui tournant le dos. Les textos, les week-ends, les mensonges ne m'intéressent pas. Ce sont des dettes émotionnelles, et je les ai passées par perte et profit. » Je me tournai pour lui faire face. Elle cligna des yeux, déstabilisée par l'absence de rage. « Mon entreprise m'intéresse, continuai-je. Dominique utilise les ressources de l'entreprise pour mener une campagne de diffamation contre l'actionnaire majoritaire. C'est un délit d'entreprise. Si vous êtes impliqué,
vous êtes responsable. Si vous ne faites que suivre les ordres, vous êtes un témoin. Bianca déglutit difficilement. Elle était assez intelligente pour savoir que la loyauté envers un navire qui coule n'est qu'une façon élégante de se noyer. Il m'a dit de publier l'article, murmura-t-elle. Il a dit que si nous vous présentions comme instable, le conseil paniquerait. Il m'a fait rédiger le communiqué de presse pour demain. Il m'a donné les fichiers. Donnez-les-moi, dis-je en tendant la main. Elle hésita, puis plongea la main dans son sac et en sortit une clé USB argentée. C'est tout, dit-elle, la voix tremblante. Les brouillons, la liste des médias, les emails de stratégie. Il m'a dit de garder une sauvegarde au cas où il serait bloqué. Il a dit que c'était son levier. Elle pensait me remettre les preuves d'une guerre de relations publiques. Elle pensait échanger des ragots contre l'immunité. Elle n'avait aucune idée qu'elle me remettait les codes nucléaires. Je pris la clé. Elle était froide et lourde dans ma paume. Vous pouvez y aller, Bianca. Les RH vous contacteront au sujet de votre indemnité de départ. Elle s'enfuit de la pièce. Je regardais la clé argentée dans ma main. Dominique était arrogant, mais il était aussi paresseux. Il n'aimait pas transporter plusieurs clés. S'il avait dit à Bianca de sauvegarder son levier, il n'avait pas seulement sauvegardé les communiqués de presse. Il avait sauvegardé tout ce qu'il avait peur de perdre. L'audit informatique n'a pas eu lieu dans une salle de conseil aux tables en acajou. Il a eu lieu dans la salle des serveurs au sous-sol, un espace qui bourdonnait du son agressif des ventilateurs de refroidissement et du flux invisible de données. C'était stérile, froid et brutalement honnête. Les chiffres ne mentent pas. Ils attendent juste que quelqu'un pose les bonnes questions. J'étais assise à côté de Kiran, le comptable judiciaire principal que j'avais engagé 1 heure auparavant. C'était un homme qui regardait les feuilles de calcul comme un artiste regarde une toile. Il avait branché la clé USB sur un terminal isolé. On a trouvé les fichiers de RP, dit Kiran, son visage illuminé par la lueur bleue du moniteur. Des saletés. Mais ce n'est pas ça le problème. Quel est le problème, demandai-je. La clé n'était pas seulement une sauvegarde de la campagne de diffamation, expliqua Kiran, en tapant une commande qui inonda l'écran de données en cascade. Monsieur Sterling a fait une copie complète de son profil utilisateur avant de quitter le bureau hier. Il a copié tout son dossier, mes documents. Il n'a probablement même pas vérifié ce qu'il y avait dans les sous-répertoires. Kiran cliqua sur un dossier intitulé « Riverside interne ». J'ai croisé ces rapports trimestriels avec les données brutes de cette clé, dit Kiran. Regardez ça. Au cours des 12 derniers trimestres, Dominique a déclaré un taux d'occupation de 98% pour les propriétés commerciales du Midwest, ce qui a déclenché sa prime de performance maximale. Il montra une colonne de chiffres rouges sur le côté droit de l'écran. Mais les relevés de dépôts bancaires réels montrent des revenus locatifs correspondant à seulement 82% d'occupation, dit Kiran. Il y a un écart de 16%. C'est environ 4,8 millions de dollars de revenus manquants. Il faisait de la location fantôme, dis-je, la prise de conscience s'installant dans ma poitrine comme de la glace. Il marquait des unités comme occupées dans le système pour atteindre ses objectifs, puis déplaçait les budgets de maintenance pour couvrir le manque à gagner. Exactement, acquiesça Kiran. Il pillait le fonds d'entretien des bâtiments pour payer ses propres primes. Il a dépouillé les actifs pour présenter une belle image au conseil. Je fixai l'écran. Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était de la fraude. C'était un délit fédéral. Dominique pensait se battre pour un divorce. Il pensait négocier une pension alimentaire. Il ne réalisait pas qu'il venait de franchir la ligne du tribunal civil au tribunal pénal. Et plus important encore, il avait déclenché le piège que je ne savais même pas attendre. Imprimez-le, ordonnai-je en me levant. Imprimez tout et trouvez-moi le modèle de contrat de travail de 2021, celui que Dominique a insisté pour que nous utilisions pour les cadres supérieurs. Kiran parut confus, mais je souris. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'une historienne qui venait de trouver la preuve irréfutable dans les archives. Il y a une clause, dis-je doucement.
La clause Sterling. Il l'a écrite lui-même pour licencier un rival. Elle stipule que tout cadre reconnu coupable d'avoir falsifié des données renonce à toute indemnité de départ et à toutes ses options d'achat d'actions acquises. Dominique voulait réduire mon héritage en cendres. Au lieu de cela, il venait d'incinérer son propre parachute doré. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent avec un lourd sifflement pressurisé. Dominique entra, flanqué de son avocat, ressemblant moins à un homme faisant face à un audit qu'à un général conquérant venu accepter une reddition. Il jeta sa mallette sur la table en acajou, la même table où ma mère avait signé les statuts originaux de la société il y a 40 ans. « Faisons vite », dit Dominique, sans prendre la peine de s'asseoir. Il ne regarda pas les membres du conseil alignés le long des murs. Il ne regarda que moi. Mon équipe a préparé l'accord de séparation, 6 millions d'indemnités, l'acquisition immédiate de toutes les options d'achat d'actions et un accord de non-dénigrement engageant l'entreprise à ne pas commenter mon départ. Signez-le, et l'article de blog sur votre instabilité mentale disparaît. Refusé, et demain matin, je donne une interview exclusive au Wall Street Journal. Il se pencha en avant, posant ses mains sur la table. C'est marche ou crève, Serena. N'est-ce pas ce que je t'ai toujours dit? Je ne sourcillais pas. Je ne regardais pas son avocat. J'appuyais sur un seul bouton de la console en face de moi. Les lumières de la pièce s'atténuèrent et l'écran massif derrière moi s'illumina. Ce n'était pas une offre de règlement. C'était une feuille de calcul. Plus précisément, les données brutes des registres d'occupation de la région du Midwest. Asseyez-vous, Dominique, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais dans l'obscurité soudaine de la pièce, c'était la seule chose qui comptait. Il fronça les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des données internes. Vous ne pouvez pas montrer ça. Colonne C, dis-je, en pointant la télécommande laser sur les chiffres rouges. Taux d'occupation déclaré, 98%. Revenu réel, 82%. Vous falsifiez les comptes depuis 3 ans pour déclencher vos primes de performance. C'est 4,8 millions de dollars de vol, Dominique. La pièce devint silencieuse. L'avocat de Dominique ferma lentement son dossier, s'éloignant de quelques centimètres de son client. C'est une erreur d'écriture, balbutia Dominique, son visage devenant rouge et tacheté. Je peux l'expliquer. C'est de la comptabilité créative. Tout le monde le fait. Vous ne pouvez pas me virer pour avoir atteint des objectifs. En fait, si, dis-je en faisant glisser une seule feuille de papier sur le bois poli vers lui. Je peux, et je n'ai même pas à vous payer pour partir. Il baissa les yeux. C'était une photocopie d'un avenant au contrat de travail datant de 3 ans. Vous vous en souvenez, demandai-je. Vous l'avez écrit vous-même. Vous l'avez appelé l'initiative Tolérance Zéro. Vous l'avez utilisé pour virer Marcus, ce jeune vice-président qui menaçait votre promotion. Vous avez insisté pour que le conseil ajoute une clause spécifique pour tous les cadres dirigeants. Je la lus à voix haute, mes yeux ne le quittant jamais. Tout cadre dirigeant reconnu coupable d'avoir sciemment manipulé des données financières pour influencer sa rémunération, renonce à tous ses droits à une indemnité de départ, à une rémunération différée et à des options d'achat d'actions non acquises. La résiliation est immédiate et pour faute grave. Dominique cessa de respirer. Il fixa le papier. Il fixa sa propre signature en bas. L'équipe juridique l'appelle la clause Sterling, dis-je doucement. Vous avez construit le piège, Dominique. Vous avez aiguisé les pics. L'arrogance ne le quitta pas seulement. Elle s'évapora. Ce n'était pas de la colère. C'était un effondrement structurel total. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda ses mains, puis la porte, puis moi. L'homme qui avait terrorisé le bureau pendant 5 ans, l'homme qui m'avait qualifié de poids mort, semblait soudainement très petit. Il réalisa que les 6 millions de dollars sur lesquels il comptait l'argent pour l'appartement, les voyages à Aspen, la vie à laquelle il se sentait en droit avaient disparu. Il n'était pas seulement licencié. Il était liquidé. Sécurité, dis-je dans l'interphone.
Veuillez escorter Monsieur Sterling jusqu'au hall. Il n'a aucun effet personnel à récupérer. Dominique ne se débattit pas. Il ne cria pas et ne fit pas de scène. Lorsque les deux gardes s'avancèrent, il se dégonfla simplement, se laissant guider hors de la pièce comme un invité qui avait abusé de l'hospitalité à une fête où il n'avait jamais vraiment été invité. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, scellant le silence. Je me levai et marchai jusqu'à la baie vitrée. Le blizzard avait cessé. En bas, la ville de New York était une grille tentaculaire de lumières ambrées, un vaste océan d'électricité et d'ambition. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis le vieux plan jauni que j'avais sauvé des archives, le dessin original de la clé de voûte de cette tour même. Dominique l'avait utilisé comme sous-verre pour son scotch. Je le plaçai dans un cadre sur le bureau. La vengeance est un feu qui brûle tout ce qu'il touche, y compris la personne qui tient la torche. Mais la justice n'est que clarté. C'est la pluie qui lave la saleté du trottoir. Je n'avais pas détruit Dominique. J'avais simplement appliqué ses propres règles à sa vie. J'avais retiré la pourriture pour que les fondations puissent tenir. Je regardais la chaise vide à la tête de la table. Je n'étais plus seulement une épouse. Je n'étais plus seulement une historienne. J'étais l'architecte de ma propre vie. Au final, il a bâti un monument à son ego, mais moi, j'ai bâti un héritage. Si vous croyez que le vrai pouvoir est discret, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la chose que vous avez construite dont vous êtes le plus fier. Je vous lirai.